Nous savons que vous êtes à Pointe-Noire pour mettre en place une coordination du département de Pointe-Noire. Or, il s'avère qu'au lendemain donc, de ce congrès unitaire, à Pointe-Noire, il y a une coordination interdépartementale de l'UPADES. Il y aura donc deux coordinations? C'est vous qui leur donnez toute cette existence. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les médias, ils n'existeraient pas. C'est vous qui les faites exister. Si on enlève tout le bruit qu'ils font dans les médias, ils n'existent pas. Moi, je les attends à Brazzaville, je les attends à Dolisie, je les attends à Moussenjo, je les attends à Ouesso, qu'ils viennent parler. Ils ont promis de le faire. Mais je les attends qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Mais ne leur donnez pas une existence qu'ils n'ont pas à la vérité. D'abord, c'est anti-statutaire. Dans nos statuts, il n'y a pas de coordination interdépartementale. Deuxièmement, une coordination, elle entre dans un organigramme du parti. Quel est leur organigramme? Quel est le chef? Pour qu'il y ait une coordination, ça veut dire qu'il y a un secrétariat national, il y a ceci, il y a ceci, enfin il y a une coordination, il y a des fédérations, il y a des sections. Est-ce qu'ils ont tout ça? Ils ont l'UPADES France, Europe, etc. L'UPADES France, c'est quoi l'UPADES? On a vu l'ex-ministre Ouabari venir tenir une réunion dans une maison tout ça, ça nous diminue, c'est ubuesque, je dis. Ça fait comme une tragédie grecque, tout ça. Vraiment, ça fait enfantin. UPADES France, UPADES. Quand on fait beaucoup de bruit pour rien. Et comme il y a l'Internet, il suffit d'écrire un papier sur Internet, ça va dans le monde entier, UPADES France. Mais UPADES France, ça va faire quoi? Alors ils ont dit, on n'a pas fait, voilà un autre reproche qu'on nous fait, on n'a pas organisé des congrès en France. Et donc, parce que la France n'a pas participé aux congrès départementaux, et donc ce congrès n'est pas un vrai congrès. Alors qu'ils nous disent un peu. Moi, je suis à l'UPADES depuis la création. À aucun moment, on a organisé des congrès départementaux en France, même quand nous étions en responsabilité. Donc, supposé avoir plus de moyens, on n'a jamais fait des congrès en France. Mais nous avons reçu des délégués en 1995. Paulé Makita est venu avec une forte délégation pour prendre part au congrès de 1995. Comme là, en 2013, nous avons reçu une forte délégation des militants de l'UPADES. Ils étaient près d'une dizaine qui ont participé à ce congrès. C'est tout ce que nous avons toujours fait. Alors, d'où vient cette exigence qu'on aurait aussi fait, on aurait dû faire un congrès départemental? Il n'y a pas de fédération en France. Les congrès que nous avons organisés, nous les appelons des congrès fédéraux. Il n'y a pas de fédération en France, il n'y a pas de section en France. Il y a simplement des gens de temps en temps qui se retrouvent pour essayer d'échanger. Mais ça, pour nous, ça ne rentre pas dans le corpus réel du parti. Ce sont des antennes extérieures, mais qui ne sont pas formalisées. Et donc, nous ne pouvons pas organiser un congrès à Paris. Antoine Dussel-Maman, 2 minutes. Une question, monsieur le premier secrétaire, vous êtes père d'enfants. Que dites-vous à ces gens-là qui aujourd'hui se sentent marginalisés? Ils ne le sont pas, ils se marginalisent eux-mêmes. Je vous prends celui qui se dit être le président de cette fameuse coordination. Il a été au congrès. Peut-être ne le savez pas vous. Il était au congrès jusqu'au dernier jour. Jusqu'au moment où on met en place les instances, il est au congrès. Maintenant, qu'il n'ait pas été retenu dans le Conseil national, dans les instances, c'est autre chose. Mais comme bien d'autres. Alors, si tout ce qui ils étaient près de 1000. Les aigris. J'aurais pu dire comme ça, peut-être un peu méchant. Si tous ceux qui n'ont pas été pris dans les instances issues du Congrès se mettaient à crier, mais ils étaient près de 1000, nous avions à prendre un Conseil national de 300 sur les 1000 à peu près qu'ils étaient. Comment on va faire? Il y a forcément des gens qui ne seront pas là. C'est 145 au bureau politique. C'est 30 au secrétariat national. Donc forcément, il y a des gens qui ne sont pas là, qui étaient des dirigeants hier, mais qui ne sont pas là. Mais l'esprit militant, ceux qui aiment son parti, c'est de le servir à n'importe quel échelon du parti. On ne sert pas le parti seulement parce qu'on est le président de la coordination, parce qu'on est le chef de la fédération. À ce moment, vous n'aimez pas votre parti, vous êtes venu avec des arrière-pensées, avec d'autres intentions. Voilà ce qu'il faut dire. Alors vous me dites qu'est-ce que je peux faire d'eux. Mais moi je dis, mes bras sont ouverts. Nous voulons les voir venir dans leur maison. S'ils ont des problèmes, qu'ils viennent les poser dans la maison. Ça ne sert à rien de prendre d'assaut les médias. Si tout est pété, on me dit que c'est la télévision de cette frange de militants de l'UPADES. Pas du tout. Pas du tout. Vous faites votre travail, non, mais je ne vous en veux pas. Donc, dites-leur, enfin, au lieu de perdre votre temps à faire des déclarations, à faire des meetings dans les maisons, mais regagnez votre grande maison. Les autres nous ont dit, et le premier secrétaire nous a dit, et nous pensons qu'il est sincère, qu'il vous accueille, qu'on discute. Mais ce que nous ne pourrons pas faire, c'est recommencer le congrès. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est leur donner, je ne sais pas, des responsabilités qu'ils ne méritent plus, puisque le militant
le congressiste, donc notre souverain primaire, c'est lui. Il a décidé que c'est un tel qui doit être ici, c'est un tel qui doit être là. Ça, on ne peut pas. Maintenant, le reste, la maison est grande. L'IPADES, c'est une grande maison avec beaucoup de chambres. Chacun a sa chambre. Maintenant, si tu n'as pas eu la première chambre, ou si tu n'as pas eu la petite place au salon, le premier salon, mais tu peux occuper la place qui est au deuxième salon, au troisième salon, tu es toujours dans la grande maison. Moi, je suis rentré dans le hall, là. C'est la première fois que je rentre ici, mais j'ai vu, il y a au moins une vingtaine de salons. Donc, chacun peut trouver sa place dans cette maison qui s'appelle UPADES. Qu'il vienne. Monsieur le Premier secrétaire, merci Antoine Dussel-Mama. Nous allons terminer donc par Eric Abiv. Eric Abiv va aborder la question de l'opposition congolaise face à la situation politique actuelle, entendu par là recensement, élections locales qui arrivent, révision constitutionnelle. Allons-y, Eric Abiv. Monsieur le Premier secrétaire, bonsoir. Bonsoir, madame. Le 4 août 2013 a été lancé sur toute l'étendue du territoire de la République le recensement administratif spécial, l'une des recommandations de la concertation politique de Denisi, dont vous avez d'ailleurs pris part active. Tout à fait. Est-ce que le fait de n'avoir pas fait la politique de la chaise vide vous ragaillardit, sachant pertinemment que les engagements pris au cours de cette concertation sont en train d'être exécutés jusqu'ici? Vous voulez dire que vous avez eu raison de prendre part à cette concertation, peut-être. Mais vous ne voulez pas le dire, j'ai compris que c'est ce que vous voulez me dire. En tout cas, la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais pour autant, vous n'acceptez pas, à chaque fois qu'on vous tend la main, il faut regarder si cette main elle est propre, si elle nous amène vers un but qui correspond à nos intérêts vitaux. Dolisie était pour nous un intérêt, je peux même dire un intérêt vital, parce que nous allions pour discuter des meilleures conditions d'organisation des élections. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Nous bataillons depuis longtemps pour obtenir les meilleures conditions d'organisation des élections. Evo a été un demi-échec. Je n'irai pas jusqu'à dire un échec, mais un demi-échec. Nous avons fait le point, et nous-mêmes, et avec le gouvernement, pour constater que beaucoup de ce qui a été dit à Evo n'avait pas été appliqué. Et le gouvernement nous dit, nous en prenons acte. Nous vous demandons de venir avec nous à Dolisie pour corriger Evo, mais également pour amplifier ce qui n'a pas été fait à Evo. C'est une offre de dialogue. Nous avons saisi cette opportunité pour aller discuter. Certains amis du parti estimaient que, par question, il ne faut pas aller parce que le gouvernement, en tous les cas, n'appliquera jamais rien du tout. Mais on ne peut pas aussi faire la politique de cette manière-là. Nous avons dit, ça ne nous coûte rien d'aller discuter, ça ne nous coûte rien d'aller encore échanger avec le gouvernement et de prendre l'opinion à témoin. Et nous sommes allés. Et Dieu merci que pour nous, tout ce que nous avons préparé dans notre cahier de charge a été accepté. Le recensement administratif spécial, c'est nous qui l'avons demandé. Le changement de le bulletin unique. Le bulletin unique, c'est nous qui l'avons demandé. La carte d'électeur biométrique, c'est nous qui l'avons demandé. Et enfin, la CONEL, la transformation de la CONEL en un organe d'abord permanent, indépendant et autonome, c'est nous qui l'avons demandé. Madame, sur les 4, nous avons obtenu ce principe. Sur le papier, nous pouvons dire qu'on a gagné puisque nous sommes partis avec des exigences qui ont été acceptées. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous? Maintenant, il reste la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle vient de commencer par le recensement administratif spécial. Nous y sommes. En tout cas, les militants de l'UPADES sont engagés pour travailler aux côtés des autres partis à parfaire le fichier électoral. La base de toute élection, c'est le fichier électoral. Maintenant, nous allons voir comment ils vont faire la fraude puisque nous sommes là. Maintenant, si c'est une malice pour le pouvoir, qui nous attend peut-être à un tournant pour faire la fraude. Bon, mais il y a un agenda caché, certainement. C'est possible. Mais les nôtres qui sont là-bas ne sont pas allés pour fermer les yeux. Ils ne sont pas là-bas pour se faire corrompre. Ils sont allés là-bas pour défendre les intérêts du peuple congolais qui veut avoir dans ce pays de très bonnes élections. Et ils m'entendent, ces militants de l'UPADES, que nous avons engagés dans cette opération. Nous avons le pouvoir de valider ou non les résultats qui sortiront de ces élections. Si c'est oui, nous validerons. De ce recensement, merci. Si c'est oui, si c'est bon, nous allons valider pour dire l'UPADES est d'accord. Si ce n'est pas bon, nous ne validons pas. Et donc à ce moment, le travail sera arrêté. C'est comme un droit de veto que nous avons. C'est comme un droit de veto. Justement, quel élément de contrôle avez-vous pour éviter la tricherie tout au long de ce recensement lorsqu'on sait que les agents recenseurs ne sont pas stricts quant à la présentation personnelle
de l'individu qui La présente pièce, sa pièce d'identité. Ah mais ça, il faut le dire, il faut le dénoncer déjà. Quel moyen de contrôle nous avons ou quelle assurance? Mais vous savez, ils vont en équipe. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 en équipe, ils viennent dans votre maison. Et là, vous avez le représentant de la majorité, le représentant de l'administration, le représentant de l'opposition et le représentant de la société civile. Ils sont 4. Donc, ce n'est pas des gens qui appartiennent à un même mouvement. Bon. Maintenant, c'est de la responsabilité de chacun d'eux de veiller à ce que les choses marchent. Donc, nous, dans cette équipe, nous aurons toujours, si ce n'est pas l'UPADES, ce sera un autre parti de l'opposition. Maintenant, si lui, il baisse la culotte, excusez-moi madame, ou s'il ferme les yeux, mais c'est sa responsabilité historique de n'avoir pas décelé la fraude. Et s'il n'arrive pas, il a un autre moyen de recours, c'est de ne pas valider la liste qui sera prise à ce moment-là. Il ne valide pas. Mais nous avons un dernier rempart, c'est celui-là que nous gardons, je peux vous le dire, ce n'est pas un secret. Nous connaissons à peu près la population électorale du Congo, district par district, par les estimations que nous avons faites, en puisant nos informations sur le recensement général de la population. Nous savons à peu près quelle est la population de Mvouti. Et nous pouvons estimer, 2007-2013, nous pouvons estimer la population de Mvouti en 2013. Et nous savons quelle est la population en âge de voter. C'est souvent la moitié, 50 à 60%. Connaissant la population de Mvouti, qui est autour de 20 000 habitants peut-être. Mvouti, c'est un grand de 20 000 habitants. Si on nous amène un corps électoral de Mvouti qui a 20 000 habitants, qui a 20 000 électeurs, c'est faux. La population électorale de Mvouti, je prends Mvouti, ne peut pas excéder 10 000 habitants. Et nous ne validons pas. Donc, autrement dit, si nous acceptons, alors ce sera avec notre complicité ou avec notre faiblesse. Et nous en serons nous-mêmes responsables. C'est ce que nous avons voulu faire. Mais croyez-le, nous ne nous ferons pas blouser cette fois. Une indiscrétion de notre part, est-ce que vous vous êtes déjà fait recenser comme pour accomplir votre acte citoyen? Et non, pas encore. Tout le monde, non, pas encore. Mais je vais le faire. Moi, je suis recensé à l'Udima. Alors, un autre débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, monsieur le secrétaire général. Monsieur le premier secrétaire. Monsieur le premier secrétaire, excusez-moi, c'est la révision probable de la Constitution du 20 janvier 2002. Quelle est la position de l'UPADES à propos? C'est ni révision, ni changement de la Constitution. C'est clair. Nous avons dit que nous n'accepterons pas une révision, simplement parce que la Constitution elle-même, c'est vrai que par principe, on suit les dispositions constitutionnelles. Il y a des dispositions qui sont révisables, conformes à la Constitution actuelle. Il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est un débat insidieux, comme il a dit. En fait, on veut changer une seule disposition, c'est le nombre de mandats, pour permettre au président de la République actuelle de rempiler en 2016. Et ça, nous sommes tout à fait opposés. Maintenant, on nous dit, mais est-ce que c'est... Vous, quand vous serez responsabilité, cette constitution étant mauvaise, puisque vous l'avez déjà dit plus d'une fois, est-ce que vous la changerez? Laissez-nous d'abord au pouvoir et on verra. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, la constitution dit, article 185, que la forme républicaine de l'État, que le nombre de mandats ne sont pas sujets à révision. On ne doit pas les réviser. Ça veut dire que les autres dispositions peuvent être révisées, mais nous sommes opposés, nous, par principe, à la révision de la Constitution. Pas seulement les dispositions qui sont mises en cause, mais les autres aussi. Donc, pourquoi? Mais parce qu'il faut laisser le temps à une Constitution. La Constitution française a aujourd'hui plus de 50 ans. La Constitution de 58, celle à laquelle nous nous référons. 50 ans. La nôtre, elle a à peine 12 ans. 2002. Et pourtant, la même Constitution, monsieur le Premier secrétaire, prévoit des modalités de révision. Prévoit des modalités, mais il faut le justifier. Parce qu'il y a les modalités de révision qui sont prévues, mais il y a aussi la justification politique. Parce qu'une Constitution, c'est quand même la loi fondamentale qui régit le fonctionnement des pouvoirs publics, mais qui régit également les libertés dans ces pays. Nous n'avons pas vu quelque chose de grave qui aurait entravé la bonne marche de la nation pour que nous allions vers, déjà, à 10 ans seulement, nous allions vers une révision. Et donc pour vous, qu'est-ce qui peut justifier justement la révision d'une constitution? Rien du tout. Pour le moment, il n'y a rien qui justifie. Qu'est-ce qui peut justifier en cas de guerre, en cas de catastrophe? Regardez, quand il y a eu les coups d'État, c'est notre système qui arrive. Forcément, on commence par une loi fondamentale et on finit par une nouvelle constitution. Ça a été le cas en 1969.
Ça a été le cas lorsque le président Sassou a pris le pouvoir en 1979. Il a changé la constitution de 1969. C'est normal, puisqu'on passait d'un régime à un autre. Quand nous avons organisé la conférence nationale souveraine, nous changeons de système. Il y avait, comme on dit, un changement systémique. Nous passons du système mono à un système pluraliste. Il faut changer la constitution. Aujourd'hui, il n'y a rien de cela qui pourrait justifier le changement de la constitution. Sinon que pour assouvir les ambitions d'un homme, peut-être. Mais ne lui faisons pas aussi de procès parce que nous n'avons pas encore entendu le président de la République dire « je vais changer la constitution ». Peut-être qu'on fait un procès avant terme. Attendons qu'ils le disent. Mais puisque ce sont ses proches qui le disent, il faut changer de constitution parce que le président doit rester encore là, parce que c'est lui l'homme providentiel. Après lui, nous n'avons plus de Congolais qui soient capables de... Mais attention, c'est très dangereux ça. Le Congo est éternel. Le président de la République, aujourd'hui, il est un homme, il est comme nous, il est fait de chair et de sang. Il peut aussi, à un moment ou un autre, nous quitter. Et à ce moment, le Congo s'arrêterait parce qu'il n'y aurait plus le président de la République actuelle. Le seul qui soit capable de diriger le Congo, il y aura toujours, sur les 3 millions de Congolais, il y aura un qu'on votera et qui lui également sera capable de tenir le Alors, Congo. monsieur le Premier secrétaire... Il ne s'est pas encore prononcé sur la question. Il ne s'est pas prononcé, c'est pour ça qu'on lui fait un mauvais procès. Mais nous sommes obligés de répondre, puisqu'il ne fait pas taire, lui, ses ministres et ses partisans qui viennent nous parler de changement de constitution. Alors on se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas lui-même qui les envoie? Parce qu'il aurait pu lui demander de ne pas en parler. Puisqu'ils en parlent, et nous avons un soupçon, justement, qui va vers lui, qu'il a l'intention de changer, puisque ce sont ses proches qui en parlent. Et nous réagissons en disant non à la révision, non au changement de la Constitution, parce que ça ne se justifie en rien. Monsieur le Premier secrétaire, c'est vrai, vous dites que vous n'êtes pas favorable à une révision ou à un changement de Constitution. Imaginez un seul instant, puisque le président de la République a l'initiative de la révision de la Constitution, la Constitution le lui concède. Si aujourd'hui le président de la République arrive à modifier ou à initier cette fameuse révision de la Constitution, ou qu'on arrive à cette révision, que fera l'UPADES? Ce sera trop tard à ce moment-là. Non, attendez. Voilà la démarche. S'il tient à faire une révision, oui, il a l'initiative de la révision. Il fait un projet qu'il fait passer au Parlement. Le Parlement doit se réunir, le Parlement réuni en congrès doit se réunir et voter ce projet à la majorité de 2 tiers. Ils ont les 2 tiers, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le référendum. À ce moment, c'est vous qui serez appelé. Si oui, vous voulez qu'on révise la Constitution, finalement, c'est vous qui allez prendre la responsabilité historique, ce ne sera plus le président de la République. Lui, il aura fait son travail. Et nous, nous reviendrons maintenant en tant que peuple pour faire une campagne contre la révision de la Constitution. Maintenant, si le peuple nous désavoue, le peuple vote le projet de révision, on n'aura que constater que malheureusement, le peuple ne nous a pas suivis, le peuple a suivi le président. Mais il faut que ce soit une élection normale. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'il y ait un fichier électoral, qu'il y ait une commission d'organisation qui soit indépendante, pour que nous ayons demain, s'il y a un référendum, parce que tout ce que nous disons, le président de la République a tous les moyens. C'est malheureusement pour nous. Il peut ne pas même passer par le Parlement. Il peut soumettre directement son projet, non au référendum. Lui, il demande l'avis de la Cour constitutionnelle. Si son projet est conforme à la Constitution, il soumet au référendum. Et c'est vous, en fait, c'est vous, le peuple, qui avez le dernier mot, ce n'est pas les partis politiques. À vous de prendre les précautions dès maintenant. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur le Premier secrétaire, nous allons vous donner le temps de dire quand même votre mot conclusif avant que nous puissions nous séparer. Merci de l'occasion que vous m'offrez une fois de plus, TPT, pour m'adresser principalement aux militants de l'UPADES. Et en particulier, comme je suis à Pointe-Noire, aux militants du Kwilu. Nous avons fait un congrès. Nous avons fait un très bon congrès, comme nous n'en avons jamais fait dans le passé. Nous avons élu des dirigeants. Je pense, ce qu'on demande aujourd'hui aux militants de l'UPADES, à quelque niveau qu'ils se trouvent, c'est d'accepter que pendant 4 ans, il y ait une direction, celle qui est sortie de ce congrès, qui dirige le parti. Mais le 10 ans, nous n'avons pas écarté les autres qui n'appartiennent pas à cette direction, mais qui sont membres à part entière de l'UPADES. C'est un cri de cœur que je lance en leur direction, qu'ils rejoignent le parti, qu'ils rejoignent leur section, leur sous-section, qu'ils viennent avec nous, parce que ce qui nous attend demain est plus important que ce que nous sommes en train de faire. Si nous voulons être un parti de l'alternance démocratique en 2016, c'est aujourd'hui
nous mettre ensemble et prouver aux Congolais que nous sommes capables demain de diriger le Congo. Parce que sinon, l'opinion peut se détourner d'un parti où la querelle n'en finit pas. Et c'est une honte pour le Congo, c'est une honte plutôt pour l'UPADES que d'être considéré comme ce parti de la querelle qui n'en finit pas et se détourner de nous. Et peut-être de regarder encore, peut-être il vaut mieux laisser le PCT et que de donner le pouvoir à un parti qui n'est même pas capable de régler ses propres problèmes. Voilà. Je demande donc, puisque vous m'en donnez l'occasion, je demande à tous ces camarades que ça ne sert plus à rien de faire tous ces meetings, de faire toutes ces déclarations, plutôt de rejoindre le parti et ensemble de cheminer vers la victoire qui est possible demain. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions là avec le premier secrétaire de l'UPADES, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale du professeur Pascal Lissouba. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.